Bonjour. Par l'enregistrement d'aujourd'hui, j'avais envie de rendre hommage à mon grand-père et à mon père. Mon grand-père, en fait, il va être le sujet, l'héros de l'histoire que je vais vous raconter. Et mon père, c'est lui qui m'a raconté l'histoire. Et en fait, c'est la seule histoire qu'il m'a racontée. Il est toujours vivant, mon père. Il vit en Israël. Et en fait, depuis que je suis tout petit, je passais mon temps à le retrouver. Ce qui s'est produit. Et un peu plus tard, notre relation a été coupée, peut-être pour de bon, et peut-être avant qu'il parte, il y aura l'occasion de réparer ça aussi. Pas une relation facile, en plus je le ressemble beaucoup. Et, et grâce à toutes ces difficultés que j'ai vécues à travers de notre histoire, mais je suis aussi devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'hommage que je voulais faire à ces deux hommes est important. En fait, il s'agit donc de mon grand-père, Max, le père de mon père. Le grand-père Max était un homme d'affaires à Berlin, avant la guerre, et assez connu. C'était un homme tout petit, je ne sais pas exactement quelle taille, mais il me semble dans 1,60 m, quelque chose comme ça, 1,60 m, 1,65 m, mais un grand homme dans les affaires. Et ce qui a rendu le début de l'histoire magique, c'est qu'un de ses meilleurs amis était sergent-chef dans l'armée allemande et avait sous ses ordres le corporal Hitler. C'est ça qui rend l'histoire intéressante au début. Donc mon grand-père semble avoir connu les projets d'Hitler quasiment tout de suite à travers son meilleur ami. Qui fait que quand les problèmes commençaient à se manifester en Allemagne, très rapidement, il a quitté avec toute sa famille le pays pour s'installer à Amsterdam. Et à Amsterdam, il a ouvert un salon de thé, une pâtisserie, qui est devenu très connu et qui seulement récemment a été, comment dire, vendu d'une telle manière que même le nom va disparaître. Donc cette petite vidéo sera peut-être aussi une petite trace par rapport à cet endroit. Donc il a ouvert un endroit à Amsterdam où il a créé son affaire et où Anne Frank, que tout le monde connaît bien évidemment, de par le livre qu'elle a laissé après la guerre, où Anne Frank venait manger ses glaces. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'Anne Frank était dans la même école où moi je suis allé plus tard. Et elle parle même dans son livre, à un moment donné, d'une fille qui l'amie beaucoup. Alors il semblerait que c'est ma tante, donc la sœur de mon père, qui est plus vivante. Mais donc il y a un lien entre Anne Frank, mon grand-père, le salon de thé qui s'appelait l'Oase, Oase. Et quand effectivement, plus tard, effectivement, la guerre a éclaté aussi aux Pays-Bas, toute la famille a pris le bateau pour aller en Angleterre. Il avait prévu tout ça, loin d'avance. Il savait, c'était un homme, un visionnaire. Mais sur le chemin vers l'Angleterre, il y a eu des bombardements. Ils ont dû se replier à Amsterdam. Et bien évidemment, au fur et à mesure, les Juifs ont été appelés d'aller dans le camp de travail. Les gens pensaient que c'était le camp de travail. Mon grand-père n'était pas fou. Il savait très bien que ce n'était pas le camp de travail. Et il s'est mutilé fréquemment. Il paraît qu'il se coupait le tendon comme ça entre le pouce et l'index pour avoir une excuse de ne pas aller dans ce camp de travail. Et bien évidemment, le chef du Gestapo, qui était un Allemand, et mon grand-père, qui était allemand, et deux hommes intelligents, il semblerait qu'ils savaient bien communiquer ensemble, qu'il y avait une forme de rivalité, pas méchante, mais quand même style « je vais t'avoir ».
de la part du chef de Gestapo, bien évidemment. Et quand effectivement les Juifs ont été mis dans les ghettos, dans le parti est de l'Amsterdam, près du zoo et d'un théâtre, mon grand-père a su rester en dehors en prétextant qu'il faisait donc à manger pour les ghettos. Et que pour ça, il fallait qu'il reste en dehors. Systématiquement, il arrivait à se dérober de la masse, en fait. Ce qui fait que mon grand-père, il me semble, est devenu connu, c'est que dans la boutique, dans le salon de thé, il avait systématiquement une dizaine de sacs à dos tout prêts, avec des vêtements chauds et de la nourriture, pour les gens qui étaient pris dans la rue pendant la razzia, pour le donner pendant qu'ils étaient mis dans les camions. Et lui-même, il a réussi pendant assez longtemps de ne pas y aller, jusqu'au jour où il n'a pas pu. Et effectivement, toute la famille qui habitait un coin d'immeuble entre le Geleenstraat et le Maasstraat à Amsterdam, un coin que j'aime beaucoup. D'ailleurs, moi-même, je suis allé souvent, quand j'étais jeune, acheter des frites et des choses que j'aimais beaucoup, parce que c'est devenu en fait un snack bar, salon de thé, de pâtisserie, ils n'avaient plus quand j'étais petit, il me semble. Donc j'y allais moi-même souvent, chercher ce que j'aimais. Ça appartenait plus à mon grand-père, parce qu'il est mort en 52, il semblerait. Et donc toute la famille est partie. Et quand ils sont arrivés à Westerbork, qui était donc un camp de transfert, pourquoi d'ailleurs? Il semblerait que Hitler, qui était très intelligent, savait bien que les Hollandais n'allaient pas laisser partir leurs Juifs comme ça. Donc il a fait des camps de transfert dans le pays même pour que la résistance puisse tomber. Et arrivé dans ce camp, alors là, mon grand-père a montré en fait toute sa préparation et il a sorti plein de preuves en quoi en fait il n'était pas juif. J'ai appris plus tard que beaucoup de juifs se sont préparés à cette éventualité, puisqu'il fallait, pour être juif, il fallait que deux grands-parents soient juifs. Et pas comme dans la loi juive, ça n'avait pas d'importance quels grands-parents, en fait. Deux grands-parents soient juifs, voilà, c'est ça. Et ça n'avait pas d'importance quels grands-parents, pendant que pour la loi juive, effectivement, c'est la lignée maternelle qui décide si quelqu'un est juif ou pas. Donc, effectivement, il paraît qu'il y avait tout un trafic avec des photos et des identités comme ça, et mon grand-père avait préparé. Parce que ses parents, ou ses grands-parents n'étaient pas juifs. Donc il avait des cousins, des cousines qui n'étaient pas juifs, et il a pu montrer qu'il avait un cousin qui était colonel dans la Wehrmacht et qui est mort dans le front russe, et il est sorti avec des papiers. En tout cas, il est venu avec plein de preuves en quoi qu'il n'était pas juif. Et ils sont restés, je pensais 1 an et demi, mais grâce à une femme qui a fait des recherches et que je rencontrais récemment, j'ai compris qu'en fait, ils sont restés 1 mois et demi, ou quelque chose comme ça, dans ce camp. Et à un moment donné, le commandant du camp a appelé mon grand-père vers lui, il a dit « Tu peux partir, en effet, vous n'êtes pas juif ». Alors ça, bien sûr, c'est magique, parce que pas beaucoup de juifs ont pu quitter les camps comme ça. Il semblerait que mon père était malade en ce moment-là, et il est donc resté avec sa mère un tout petit peu plus longtemps, et tout le monde est parti. Pas tout à fait tout le monde, parce qu'il paraît qu'un oncle, qui était un pianiste connu à l'époque, dont la femme était danseuse, il semblerait que tout le soir, il devrait jouer pour les Allemands, et sa femme devrait danser. Et tout le soir, il a vu sa femme partir avec un autre officier nazi. Et ça semblerait être trop difficile pour lui. Et il
paraît qu'il s'est fait mettre sur la liste de transfert et donc il n'est pas revenu. Mon père m'avait raconté qu'effectivement la musique qui jouait à l'époque est encore jouée à Westerbork aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ok, c'est l'histoire comme il me racontait. Donc, une partie de la famille est retournée à Amsterdam et quelques jours plus tard, quand mon père et sa mère sont arrivés, ils étaient attendus à la gare d'Amstel. Ce n'est pas la gare centrale que tout le monde connaît, mais une gare plus au sud-est, je dirais. Et des amis attendaient, disant, mais faites vite, parce que depuis que vous êtes partis, les Allemands ont compris, ont découvert que les parents ont eu le choupa, le mariage juif. Et bien sûr, on ne peut pas avoir un mariage juif sans être juif. Donc très rapidement, ils ont été récupérés. Et mon grand-père, avant de partir, il avait prévu ça aussi. Beaucoup de juifs ont été cachés au-dessus des placards chez les habitants. Et lui, en fait, il a creusé chez le voisin en dessous, qui fait que le voisin ne savait pas qu'ils étaient là. Et ils n'ont pas pu le trahir. Et comme ça, ils ont traversé la guerre. Il y avait d'ailleurs un autre aspect assez intéressant. Au moment que ma famille était donc appelée chez le commandant du camp, et qu'il a dit, mais vous n'êtes pas juif, vous pouvez partir, il y avait l'officier qui a ordonné à mon père, qui était tout petit, qui a dû avoir 9 ans ou quelque chose comme ça, à baisser son pantalon pour vérifier s'il n'était pas circoncis. Et mon grand-père avait prévu ça aussi. Mon père ne l'était pas. Donc tous ces préparatifs, au fur et à mesure, ont fait que ma famille a survécu. Ma famille paternelle. D'ailleurs, s'il n'avait pas survécu, je n'aurais pas été là. Et mon grand-père a repris l'Oise, et a recommencé ses affaires. Il paraît qu'il a commencé à acheter une partie du centre, assez important, ce qui s'appelle le City, c'est le théâtre, le cinéma aujourd'hui. Et il est mort autour de cette période-là. Il y a 2 histoires, soit c'est en 48 ou en 52, je ne sais pas exactement. Et il est mort de TBC. Donc il y a une histoire de poumon, une histoire d'espace de vivre. Mais je pense qu'il est mort aussi des conséquences de tout ce qu'il a vécu. C'était pas simple. Et il était mort donc en héros. Il paraît qu'il y avait plus de 5000 personnes à son enterrement, que c'était écrit dans le journal. Le petit pâtissier vient de décéder. Beaucoup de gens sont venus le rendre hommage, le rendre honneur. Alors, mon histoire récente, on peut dire, trouve ses racines là. Et je peux m'imaginer que la relation entre mon père et moi, qui n'est pas facile du tout, peut s'expliquer pour une grande partie là-dedans. Je pense que c'est pas facile pour un petit garçon de voir, ou pour un jeune homme, pour un adolescent, de voir son père mourir, un père qui a été adoré par tout le monde, un père qui a été un héros pour tout le monde, et de grandir à l'ombre d'un homme comme ça. Mon grand-père était tout petit en taille, et mon père, il faisait 1,86, donc il était très grand. Et je pense, en tout cas, c'est possible que d'une part, d'avoir grandi dans l'ombre d'un homme comme ça, et d'autre part, peut-être la culpabilité de ne pas avoir vécu les camps de concentration comme les autres juifs, mais ça peut peut-être transformer cette histoire et l'avoir rendue difficile, et qui a fait plus tard que sa relation avec sa famille a dû être lourdement, influencée. Voilà, mais c'était surtout pour vous partager cette histoire que je trouve une très belle histoire, une histoire magique, et pour rendre, comme je dis, hommage à mon grand-père Max et aussi à mon père qui s'appelle Hans Heinz à l'origine. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.